Dans cette vidéo, j'ai introduit maintenant la deuxième partie de mon chapitre 32, la partie qui correspond à la section 2.2 de Séguin. Je suis dans le résumé de mes notes de cours. Je vous invite en même temps à ouvrir la page 145 de Séguin pour ceux qui suivent le cours avec le livre de Séguin. J'avais déjà commenté la première partie qui correspondait à la section 2.1, donc sur la fin de la première page du résumé. On a ici la définition au long du potentiel électrique dont j'ai déjà parlé en introduction. Le symbole, la lettre majuscule V. J'ai ajouté ici l'indice I, mais le symbole officiel, c'est juste la lettre majuscule V, tout comme, pour ça que j'ajoute l'indice I, tout comme le volt, qui est l'unité qui sert à mesurer le potentiel électrique. Bien, son symbole aussi, c'est V majuscule. Fait que quand on écrit V majuscule, est-ce qu'on est en train de parler de la grandeur physique potentiel électrique ou on est en train de parler d'unité SI, le volt? C'est pas toujours clairement explicite. La plupart du temps, oui. Mais j'essaie, dans mesure du possible, Séguin ne fait pas, c'est là que ça me crée des conflits quelquefois, de toujours ajouter un indice, ce qui fait que quand le V est utilisé pour volt, c'est impossible d'ajouter un indice. Un V tout seul signifie volt et rien d'autre. Okay, fait que j'essaie de faire une différence comme ça, mais je ne la fais pas tout le temps parce que Séguin ne la fait pas non plus. Okay? On a vu que le volt, c'était, pour moi, un équivalent d'énergie, sauf qu'au lieu d'être une énergie pure en termes de joules, ben, c'est une énergie en termes de joules par coulomb de charge électrique qu'on a. Okay? Donc, je divise mon énergie pure, les joules, par les charges électriques, les coulombs. Okay? Mais pour moi, il reste que je mesure de l'énergie, un potentiel électrique, quelque chose qui est à haut potentiel, c'est quelque chose qui est à haute énergie. J'ai beaucoup de joules par coulomb de charge électrique, si on veut. Évidemment, comme toute grandeur physique, on peut mesurer un delta V, ça va être le potentiel électrique final moins le potentiel électrique initial. Parfois, on va écrire delta V 1, 2 parce qu'on veut la différence de potentiel entre deux points dans l'espace ou entre un objet qui s'est déplacé entre deux endroits. Par convention, ça devrait vouloir dire V2 moins V1. Quand j'écris un 2 comme ça veut dire que je suis passé d'un endroit dans l'espace 1 à un endroit dans l'espace 2, si on veut. Donc, mon endroit où je suis rendu à la fin, c'est comme V2 qui correspond à V final, puis 1 qui correspond au V initial. À la deuxième page du résumé du chapitre 32, des notions équivalentes à Séguin 2.2 se poursuivent. Le potentiel électrique généré par une particule chargée, donc l'énergie potentielle par coulomb de charge générée justement par une charge. Donc, quand il y a une charge dans l'espace, si je devrais changer puis rajouter un petit plus ou un petit moins, là, ben, cette charge-là va créer un potentiel partout alentour d'elle. Au même titre qu'elle créait un champ électrique, elle crée en même temps, parce qu'il y a un lien entre les deux, un potentiel électrique, donc une possibilité d'avoir de l'énergie. Parce que si je viens placer une particule à cet endroit-là, ben, je vais avoir la possibilité de faire un travail, soit d'être attiré ou repoussé par la charge. Donc, il y a un potentiel de travail, une quantité d'énergie possible à cet endroit-là. C'est ce qu'on définit comme étant le potentiel électrique. Et par définition, un peu comme pour l'énergie potentielle électrique, qu'on disait que quand la distance est infiniment grande, l'énergie potentielle électrique tend vers zéro, ben le potentiel électrique tend également vers zéro. Bon, ça c'était déjà mentionné, on pouvait faire un delta V. Ce que je faisais ici, ben, c'est d'utiliser le potentiel calculé pour une particule en position finale, moins en position initiale, puis m'apercevoir encore une fois que je peux mettre KQ en évidence et que c'est faire la soustraction des distances du 1 sur R final moins 1 sur R initial. Donc, je peux débuter mes problèmes avec ça si je préfère. Donc, à quoi correspond ce calcul-là? Dans le fond, c'est dire, ben, il y a une charge qui crée du potentiel alentour d'elle. Ben, quel était le potentiel, exemple, à la fin, initialement ici, puis à la fin, si je suis rendu là. Le delta V, c'est la différence de potentiel entre ces deux points-là. Évidemment, si là, je suis à deux carreaux, puis qu'il y a un certain potentiel ici, c'est créé par une charge, une particule qui possède une symétrie sphérique. Ben, je vais avoir le même V final sur un cercle, à la même distance alentour, je vais tout avoir le même V. Puis ici, je vais avoir aussi un même V, une même valeur de V alentour sur un cercle de la particule. Les potentiels électriques peuvent se superposer, peuvent s'additionner.
Donc, si j'ai plusieurs particules qui créent un potentiel électrique, ben, je peux le séparer puis le faire comme si j'aurais plusieurs particules individuelles. Intéressant, je l'avais démontré lors de l'introduction un petit peu, ben, parce que par définition, de toute façon, j'écrirais momentanément UE divisé par Q, donc des joules divisé par des coulombs, ben, c'est ça la définition de V. Donc, cette chose-là est égale à V. Bien, évidemment, je peux remonter le Q de ce côté-ci, ça fait UE est égal à QV, ce qu'on a ici. Donc, très intéressant pour faire une relation entre l'énergie potentielle électrique et le potentiel électrique. Il y a un lien évident entre les deux. Il y a un lien qui s'exprime aussi en termes de variation. Donc, la variation d'énergie va être égale à Q fois la variation de potentiel. On voit que l'énergie, c'est une charge, habituellement en coulombs, multipliée par une différence de potentiel ou juste un potentiel mesuré en volts. Donc, c'est des coulombs fois des volts. Ça donne des joules dans les unités de base du SI. Mais évidemment, dans le domaine des charges, souvent, on mesure des charges sur des particules nucléaires, des électrons, des protons, etc. Et ma charge, on a vu que c'était 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs. C'était la charge élémentaire qu'on appelle E. Donc, je pourrais calculer mon Q en facteur de E, dire j'ai-tu 1E, 2E, 3E, etc. Puis ça peut rester en volts. Donc, 1 électron-volt, ben, le E veut dire 1,6 fois 10 à la moins 19 coulomb fois volt. Ben, coulomb fois volt me donne le joule. Donc, l'électron-volt qu'on rencontre beaucoup dans le domaine de la physique des particules, 1 EV, c'est une unité d'énergie. Donc, quand on dit qu'une particule possède 1 EV, elle possède cette quantité-là de joules. Évidemment, dans les accélérateurs de particules, dans les gens qui travaillent en physique des particules, ben, on va donner beaucoup d'énergie aux électrons. Ben, on va plutôt parler de kilo-électron-volt ou de méga-électron-volt. Ben, méga, c'est million, fait que déjà mon chiffre est réduit par un facteur, est grossi par un facteur 6 si on veut. Donc, 1 méga-électron-volt, c'est 1,6 fois 10 à la moins 13 mégajoules. Je ne retiens pas tout ça par cœur, je le retrouve au besoin. Et on peut faire l'inversion au niveau. Fait que c'est vraiment deux unités d'énergie. Électron-volt puis joule, c'est deux unités d'énergie qu'on peut faire des conversions avec. Et finalement, dans le résumé, j'amène la notion, un peu comme je vous mentionnais tout à l'heure, que une particule va créer un potentiel, puis que ce même potentiel-là existe, cette même valeur de potentiel-là existe de façon circulaire alentour de la particule. Donc, tant qu'on est sur un cercle de même rayon, ben, le même potentiel existe. Et il y a un lien, on va l'expliquer surtout en laboratoire, il y a un lien entre les lignes de potentiel électrique, donc l'endroit dans l'espace qui est à un même potentiel, et les lignes de champ électrique. Okay? Et les lignes de champ électrique sont toujours perpendiculaires à nos cercles concentriques qu'on avait tout à l'heure. Fait qu'à chaque endroit où le champ coupe, c'est perpendiculaire. Lorsqu'on avance dans le sens de E, le potentiel décroît. Donc, si je pars d'ici puis j'avance sur la ligne, je rencontre V1, V2, V3, mais le potentiel décroît. Ça veut dire que V1 est plus grand que V2, puis V2 est plus grand que V3. Évidemment, plus que je m'approche de la particule, plus que j'ai du potentiel de créer de l'énergie, c'est plus difficile de venir mettre une plus ici, donc la situation est plus énergétique. Et si c'est une moins que je viens mettre ici, elle va être plus attirée que c'est plus loin, donc le potentiel est plus grand à cet endroit-là qu'ailleurs. Et ça continue, c'est vrai tout le temps. Fait que quand j'avance sur une ligne de E, ben le V5 ici est plus grand que le V6, est plus grand que le V7. Puis ça peut même aller vers des valeurs négatives, mais justement, un moins 2 est plus grand qu'un moins 5. Autre chose qu'on peut observer sur la représentation graphique des champs et des potentiels, ben, quand les lignes de champ se rapprochaient, E augmentait. Les lignes de champ, c'est celles qui sont en kaki. Mais quand ils sont plus près, c'est-à-dire ici, c'est plus près que ici, mais le champ est plus intense ici que là. C'est une représentation graphique typique de ça. Ben, ça va être également vrai au niveau des lignes équipotentielles, des lignes sur lesquelles tout le potentiel est égal. Ben, quand les lignes équipotentielles sont rapprochées, donc la distance entre ces deux-là est plus courte que la distance entre ces deux-là,
ben, ça veut dire que le champ est plus intense à cet endroit-là, l'énergie est plus intense, l'énergie potentielle est plus grande à cet endroit-là. Okay? Donc, il y a une cohérence entre toutes ces choses-là, mais ce n'est pas toujours évident, c'est toutes des choses abstraites qu'on ne voit pas, qui existent dans l'espace, mais qu'on ne voit pas. Quoi qu'en laboratoire, on va essayer de faire un laboratoire qui nous fait apparaître ces équipotentiels-là. On va essayer de se donner une représentation, là, de voir que ça existe dans l'espace, même si on ne les voit pas.